Après plusieurs heures de recherche sur les sites qui référencent les transactions ainsi que les portefeuilles des plus grands investisseurs américains, j'ai découvert 5 actions, dont 3 qui étaient totalement inconnues auparavant, dans lesquelles ces ultra riches investissent leur argent depuis les 3 derniers mois. Reste bien attentif tout au long de cette vidéo pour découvrir le nom de ces 5 entreprises ainsi que quelques points sur leurs fondamentaux. La première entreprise de cette liste est Progressive Corp, qui est un des plus gros assureurs automobiles américains. L'entreprise va également assurer des motos, des bateaux ou encore des caravanes. Cette entreprise a connu une année 2022 assez difficile en termes de chiffres, mais a su parfaitement bien revenir et montre une performance exceptionnelle. Depuis cette année assez compliquée, elle a récupéré des marges supérieures à 15%, une croissance des ventes de 20%, un ROE de 30%, ce qui montre à quel point le management de cette entreprise est bon, et surtout un niveau d'endettement très faible, ce qui fait que l'entreprise est extrêmement solvable et peut rembourser les intérêts de sa dette 37 fois à partir de son EBIT. En ce qui concerne la valorisation, malgré l'énorme croissance et la courbe très agressive qu'on peut retrouver dessus, il semblerait qu'autour de 261 $, l'entreprise soit plus ou moins à son juste prix. À l'heure actuelle, l'entreprise semble dans un excellent momentum, étant donné qu'elle a pris plus 60% depuis le début de l'année, et c'est probablement cette amélioration dans les chiffres, ce momentum et surtout cette performance historique qui a poussé des investisseurs à foncer dessus. Parmi ces gros noms qui investissent dessus, on peut retrouver Viking Global Investors, John Armitage ou encore le célèbre investisseur François Rochon. Ensuite, nous retrouvons la compagnie aérienne Delta Airlines qui, elle aussi, s'est vue beaucoup achetée par des investisseurs au cours du dernier trimestre. Comme beaucoup de compagnies aériennes, elle a eu beaucoup de mal pendant la période du Covid et pendant la reprise, ce qui fait que le business a drastiquement chuté. Néanmoins, depuis le début de l'année, l'action a progressé de plus 56%, atteignant de nouveaux records historiques. Les raisons d'une telle performance est que l'entreprise a très bien repris après le Covid et que le chiffre d'affaires augmente de plus de 10% par an en moyenne depuis 2021. La dette est globalement très bien gérée, elle représente 1,5 fois l'EBITDA, donc c'est-à-dire qu'en moins de 2 ans, l'entreprise peut complètement rembourser sa dette grâce à son EBITDA, ce qui est assez rare, il faut le souligner, pour une compagnie aérienne qui sont souvent des business très endettés et très peu rentables, très peu intéressants. Là où cette entreprise montre qu'elle est supérieure, c'est par rapport à son ROE qui est de 40%, qui est largement supérieur à ses concurrents, ce qui montre à quel point le management dans cette entreprise Delta Airlines, dans cette compagnie aérienne, est vraiment très bon et supérieur à ce qu'on peut retrouver dans le marché. Alors le dividende de l'entreprise commence à reprendre une certaine croissance, bien que honnêtement il n'est pas du tout fiable. On voit qu'il a été coupé, repris, et surtout, même si on a un payout ratio de 10%, je ne considérerais pas ce genre d'entreprise pour une entreprise qu'on achèterait pour retoucher des revenus passifs, toucher du dividende. Honnêtement, pour une compagnie aérienne, et si on prend vraiment en compte le fait que c'est une compagnie aérienne, les chiffres sont vraiment excellents et c'est très très beau à voir, surtout quand on peut comparer avec d'autres compagnies aériennes. Maintenant, personnellement, je ne me risquerais pas à investir là-dessus parce que les chiffres sont beaucoup trop cycliques et surtout, au prix actuel, l'entreprise me semble quand même légèrement surévaluée. Dans les gros investisseurs qui ont investi dans cette entreprise au cours du dernier trimestre, on peut retrouver des noms comme Richard Pzena ou encore Robert Holstein. La troisième entreprise s'appelle Nucor Corporation, que je ne connaissais pas avant de faire cette vidéo, et c'est une entreprise qui fait de la manufacture et de la vente d'acier. Parmi les gros investisseurs qui se sont positionnés, on peut retrouver Lillman Value Fund ou encore David Katz. Honnêtement, quand on voit les chiffres de cette entreprise, ça ressemble beaucoup à un value bet ou alors à une grosse conviction sur le prix de la matière première qui va beaucoup augmenter et qui pourrait permettre à cette entreprise de voir ses bénéfices augmenter. Si tu ne sais pas ce qu'est un value bet, c'est tout simplement quand on va investir dans une entreprise, même quand les chiffres sont en décroissance, même quand les chiffres ne sont pas excellents, parce qu'on estime que le prix est tellement sous-évalué que malgré la décroissance, ça vaut le coup d'investir et qu'il y a une belle opportunité à aller chercher, et parfois même que ce que l'entreprise a en actif, ça couvre largement l'investissement qu'on va faire, donc en soi, il n'y a pas de risque entre guillemets. Malgré des fondamentaux qui sont en décroissance, qu'on n'aime pas trop, il faut souligner qu'il reste bon. On a un ROE qui est supérieur à 10% et on a un faible niveau d'endettement où la dette ne représente que 0,5 fois l'EBITDA, c'est-à-dire qu'en 6 mois à peu près d'EBITDA, on peut rembourser, l'entreprise peut rembourser sa dette. Un point intéressant sur cette entreprise, c'est qu'elle vient de fêter sa 50e année de versement de dividendes,
augmentations de dividendes consécutives, ce qui fait d'elle un king dividend. Honnêtement, j'ai plus l'impression que des investisseurs ont misé sur cette entreprise pour se positionner plutôt sur les matières premières, sans posséder directement des matières premières, mais des entreprises qui vont être manufacteurs ou vendent dans le secteur de l'acier, de ce genre de matières premières. Parce que quand on voit les chiffres, ça fait assez peur. Alors à moins qu'ils soient vraiment experts dans ce type d'entreprise, dans ce domaine, et qu'eux, ils voient une belle opportunité, c'est assez compliqué avec ce genre de chiffres de savoir si c'est bel et bien une bonne opportunité ou alors ce qu'on appelle un value trap. La quatrième entreprise est le géant Walt Disney, qui connaît une période assez compliquée depuis le Covid et qui semble reprendre des couleurs tranquillement, même si ça reste quand même pas trop la joie pour le moment. Le cours de l'action a progressé de 10% depuis le début de l'année, ce qui montre une forte sous-performance par rapport aux indices américains. Malgré la reprise des bénéfices par action depuis le Covid, on est quand même encore loin, malgré cette reprise, de ce qu'on avait avant la pandémie, avant tout ça. Donc ça montre encore qu'il y a du chemin à faire et qu'il faut que Disney arrive à se renouveler. Ça, c'est pour la rentabilité. Maintenant, quand on parle uniquement du chiffre d'affaires, on a un chiffre d'affaires qui est globalement stable et en croissance. Ce qui semble montrer que ça pourrait être une opportunité intéressante, c'est que Disney avait pour habitude de racheter ses actions, donc d'enlever des actions en circulation. Mais depuis la pandémie, ils ont émis de nouvelles actions, ce qui dilue les actionnaires. Donc j'ai l'impression ici que les actionnaires attendent que l'entreprise relance son programme de rachat d'actions, ce qui pourrait faire gonfler le prix des actions et leur apporter de la rentabilité. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. On a certes un chiffre d'affaires qui est en croissance, mais on n'a toujours pas une rentabilité qui augmente pour l'entreprise. On n'a pas des bénéfices par action qui augmentent, donc c'est pour ça que c'est compliqué encore d'avoir une belle croissance sur le titre. Malgré tout, les marges redeviennent bonnes aux alentours de 13%. Le ROE ne dépasse toujours pas 10%, ce qui souligne à quel point le management n'est pas très efficace et a du mal. Il a été changé plusieurs fois au cours des dernières années et on voit à quel point il galère un petit peu à redorer le blason de Disney. Et l'action semble sous-évaluée, mais la sous-évaluation semble plutôt expliquée parce que Disney est en train de perdre l'avantage concurrentiel qu'ils avaient et surtout en train de détruire son catalogue de personnages emblématiques. J'ai l'impression ici que la thèse des investisseurs sur cette entreprise, c'est que Disney parviendra dans les 5-10 années à venir à redorer son blason, à redevenir le leader qu'ils étaient dans le domaine de l'entertainment. Parmi les gros investisseurs qui se sont positionnés, on retrouve encore Robert Holstein ou encore Hillman Value Fund et ajoutons à eux Lindsay Train. La dernière entreprise de cette liste est dans un secteur dont on entend très peu parler en ce moment et même globalement, c'est le domaine des paris en ligne. Donc la société s'appelle Flutter Entertainment et ils vont être intégrés à des sites de jeux comme PokerStars, Betfair ou encore Skybet. Depuis le début de l'année, le titre a progressé de 42%, ce qui est une performance excellente. Pour ce qui est des chiffres, déjà on a le dividende qui a été coupé en 2020 et toujours pas repris depuis. Les bénéfices nets par action sont très instables, ils sont en dents de scie, mais ils ne sont pas en dents de scie toujours positifs, parfois ils sont positifs, parfois négatifs. Alors cette année, ils ont été positifs, ça fait une légère croissance quand même à long terme, même si on alterne entre le positif et le négatif, ce qui est vraiment pas terrible. En ce qui concerne le free cash flow par action, là, on est positif sur les 10 dernières années, même si on reste quand même vraiment en dents de scie avec les montagnes russes tout simplement. Idem, au cours des 10 dernières années, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance de plus de 15% par an, ce qui est excellent, et la dette qui représente que 1,4 fois l'EBITDA, donc en moins de 2 ans, l'EBITDA peut couvrir complètement cette dette, ce qui est très bien. Dans les super investors qui se sont positionnés, on peut retrouver encore une fois John Armitage ou encore William von Muefflin qui sont positionnés. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que globalement, suivre les transactions de ces super investors, ça peut donner d'excellentes idées d'investissement, mais il est très important de comprendre qu'il ne faut pas se positionner juste parce que ces personnes se sont positionnées, même si c'est votre idole. C'est très bien pour trouver des idées, commencer à analyser, mais derrière, il faut absolument que vous fassiez l'analyse de votre côté pour savoir si c'est oui ou non, ça peut vous intéresser. Parce que le problème avec toutes ces données, c'est que, on ne sait pas à quel prix ils ont acheté, on ne sait pas exactement quand ils ont acheté, on a les transactions sur le trimestre, mais on ne connaît pas la date et l'heure de l'achat, ni le prix de l'achat, et on ne sait pas combien de temps ils vont garder. Peut-être qu'ils vont garder un trimestre, et il suffit de ne pas regarder ce trimestre, et on se retrouve à pas vendre au bon moment, et on est un petit peu lésé par tout ça. Donc c'est important d'utiliser ça pour générer des idées, et uniquement des idées, et ensuite, après l'analyse, décider si oui ou non on peut investir. Ce qu'il faut prendre également en compte, c'est qu'il y a une grande majorité de ces super investors qui n'ont pas une performance
performances exceptionnelles. Beaucoup vont faire entre 5 et 6, 7% par an et certains vont même avoir des performances négatives. Donc c'est pas parce que il faut pas avoir ce biais de richesse, ce biais d'argent ou sous prétexte qu'ils ont 100 millions d'actifs sous gestion, voire 500 millions, voire 1 milliard, qu'il faut absolument les écouter. Certains peuvent être de très mauvais gestionnaires de fonds, peuvent juste avoir eu les bons contacts et investir qu'il fallait ou alors avoir eu les bonnes personnes au bon moment, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont battre le marché. Je t'invite vraiment à te faire une liste de super investors qui sont connus pour avoir une performance exceptionnelle sur le marché depuis 10, 15, 20, 30, 40 ans. Et ensuite, une fois que tu as cette liste, de plutôt regarder ce que eux vont faire pour générer des idées d'investissement. Ça pourrait potentiellement être plus utile pour toi. Personnellement, parmi ces 5 entreprises, il n'y en a absolument aucune à l'heure actuelle qui m'intéresse, qui rentre dans mes watchlists ou même dans laquelle j'ai investi personnellement. Si tu souhaites aller plus loin, je t'ai préparé en lien dans la description une liste d'entreprises qui sont sous-évaluées, qui ont un excellent niveau de dette, des très bons chiffres et qui peuvent représenter de belles opportunités. Ça peut te donner des idées, tu peux accéder à cette liste gratuitement en cliquant sur le lien dans la description.